monsieur, ami de Port-Royal. En août 1661, à Vaux-le-Vicomte, Molière faisait rire la cour avec sa comédie des Fâcheux. Le même été, à Port-Royal de Paris, sévissait une fâcheuse en chair et en os, la marquise de Crèvecoeur. La relation de cette bienfaitrice avec Port-Royal avait commencé comme une tragicomédie, comme nous le verrons dans son entretien avec la maîtresse des novices d'alors, la vive et spirituelle Angélique de Saint-Jean, nièce de la mère Angélique. Mais le ton changea en 1662, lorsque la marquise quitta Port-Royal avec pertes et fracas, suscitant bien des inquiétudes pour le monastère et devenant même une menace à une période où Port-Royal était affaibli par la perte de ses directeurs, de ses pensionnaires et de ses postulantes. Retour sur l'affaire Crèvecoeur. Port-Royal de Paris a très tôt attiré les bienfaitrices à cause de la réputation de la mère Angélique, sa réformatrice, et partant d'un certain effet de mode que Port-Royal suscita dans les années 1640 et au début des années 1650. Il était de bon ton pour les dévotes de faire retraite dans les murs de ce monastère fameux du faubourg Saint-Jacques et de bénéficier de la direction d'Antoine Singlin, le successeur de Saint-Cyran auprès des religieuses. Rencontrer la mère Angélique était en revanche une gageure, car celle-ci fuyait ce qu'elle pressentait être des entretiens mondains, sans véritable désir de conversion. Elle se retranchait alors derrière la clôture et se reposait sur Antoine Singlin, qu'elle chargeait de transmettre ses refus polis ou, dans le meilleur des cas, ses recommandations. Parmi celles que l'on appelait les belles amies de Port-Royal, la princesse de Guémené en fit l'expérience. Malgré les efforts répétés de Robert Arnauld d'Andilly, le propre frère d'Angélique, pour arranger une entrevue entre la princesse et sa sœur, la mère Angélique évita de s'engager dans une relation suivie avec madame de Guémené, écrivant à Singlin ou à son frère Robert ses recommandations pour la princesse. Angélique eut toutefois de grandes amitiés avec celles en qui elle percevait un désir sincère de changement de vie, comme Louise-Marie de Gonzague, trop tôt appelée sur le trône de Pologne, ou madame d'Aumont, 10 ans plus tard. Certaines dévotes, devenues veuves, exprimaient la volonté de se retirer au monastère de manière permanente. De même qu'on ne considérait pas la dot des jeunes filles qui souhaitaient devenir religieuses, mais plutôt leurs convictions profondes, on attendait à Port-Royal des bienfaitrices qu'elles eussent l'esprit de religion et qu'elles soient capables de mener une vie de prière, de lecture, de conférences spirituelles et de se consacrer à quelques ouvrages manuels pour éviter l'oisiveté et compenser l'absence de vie mondaine. Elles étaient priées de s'en remettre au confesseur du monastère pour leur vie spirituelle. Elles disposaient d'une chambre, voire d'un appartement lorsqu'elles apportaient les fonds pour le bâtir. Elles avaient une religieuse à leur service qui leur portait à manger dans leur chambre sans qu'elles aient à se rendre au réfectoire. Toutefois, comme pour les religieuses, tout leur courrier était vu par la mère abbesse et elles ne pouvaient s'entretenir avec une sœur ou pénétrer dans une cellule sans autorisation de la même abbesse. Un contrat pouvait être passé entre le monastère et la bienfaitrice si celle-ci souhaitait verser une rente en faveur de la communauté, mais seulement après 2 ans de séjour de la bienfaitrice à Port-Royal, les questions d'argent ne devant pas fausser les rapports entre la nouvelle venue et le monastère. Le nombre des bienfaitrices ne pouvait dépasser 4. Elles étaient logées séparément et n'avaient pas de communication entre elles. Toutes ces règles se précisèrent avec le temps et furent mises par écrit dans les constitutions de Port-Royal qui ne parurent qu'en 1665. Le cas de madame de Crèvecoeur contribua sans aucun doute à l'élaboration de règles claires et on décida de faire lire et approuver ce chapitre des constitutions à toutes les nouvelles bienfaitrices dès leur entrée à Port-Royal. Malheureusement, lorsque parurent les constitutions en 1665, le monastère était déjà coupé en 2. On avait rassemblé au champ les religieuses refusant de signer le formulaire, et de bienfaitrices, il n'était plus question. Mais revenons à madame de Crèvecoeur. Le 24 avril 1653 était arrivée à Port-Royal une jeune veuve, Anne de Saint-Simon,
fille d'Isaac de Saint-Simon et de Marie d'Amerval. Elle avait épousé en juillet 1643 Charles-François Gouffier, marquis de Crèvecoeur, qui mourut en juin 1651. Nous ne disposons d'aucun portrait de la marquise, c'est donc cette belle inconnue qui prêtera ses traits à la marquise le temps de 7 minutes. La jeune marquise de Crèvecoeur vint se retirer à Port-Royal dans le dessein d'y être religieuse. Cette précision est d'importance. La bienfaitrice souhaitait à terme faire profession et entrer dans la communauté. Une de ses sœurs, Charlotte, d'abord religieuse aux Annonciades de la ville de Roye, fit profession à Port-Royal en juin 1656, Port-Royal qu'elle avait découvert lors de la Fronde et où elle souhaitait rester. En 1656, la même année, atteinte d'une grave maladie, la marquise de Crèvecoeur reçut l'habit de novice. Ayant guéri de cette maladie, on lui refusa la profession religieuse car on ne trouvait pas en elle une véritable vocation. En septembre 1660, 4 ans plus tard, elle demanda à nouveau à revêtir l'habit de novice. En fait, Madame de Crèvecoeur poursuivait un désir personnel, celui de devenir religieuse, mais n'acceptait pas l'obéissance à la mère abbesse et à la maîtresse des novices, quoiqu'elle s'en défendît, en endossant le rôle de la postulante injustement méprisée. Son désir de mortification outrancier contrastait avec le peu de pénitence qu'elle parvenait à s'imposer effectivement. Elle se rêvait religieuse plus qu'elle ne désirait réellement l'être, imposant ses caprices et ses sautes d'humeur qu'Angélique de Saint-Jean, alors maîtresse des novices, avait bien remarqué. Écoutons ce compte-rendu d'une visite que fit justement Angélique de Saint-Jean à Madame de Crèvecoeur. La maîtresse des novices manque peut-être un peu de charité, mais se divertit visiblement devant les mensonges et les contradictions de la bienfaitrice qui s'emporte sans s'apercevoir du ridicule de sa situation. Je fus hier à 5h30 trouver Madame de Crèvecoeur à sa cellule. Je la trouvai travaillant à une grande boîte qu'elle couvrait de damas rouge avec un petit galon d'argent. Elle me demanda d'abord en riant pourquoi je venais exprès la trouver en ce lieu. Je lui répondis de même, à demi en riant, que je croyais en effet qu'elle était mortifiée que je la trouvasse après cet ouvrage, puisqu'il était de ceux qu'elle ne devait plus faire comme novice. Au lieu de répondre à cela, elle me commença des histoires sur toutes les raisons et les permissions qu'elle avait eues pour ses ouvrages, où il y avait du faux et du vrai, car la mère Angélique ne lui avait laissé prendre le damas que pour faire des sachets. Je lui répondis qu'on lui demandait plutôt autre chose, les choses essentielles à la religion qu'elle n'avait pas, savoir la douceur d'esprit et la soumission véritable et non contrainte à tout ce qu'on demandait d'elle sans se plaindre. Sur cela, elle commença à s'aigrir tout à fait et à changer le ton de sa voix, me demandant quelles plaintes elle avait jamais faites. Elle prit un visage qui en vérité me fit peur. Ses veines bandaient comme des cordes, et en criant et en pleurant, elle commença à me dire qu'elle ne savait plus le moyen de souffrir la manière dont on la traitait, qu'on s'était forgé l'idée qu'elle n'était qu'une menteuse, qu'on lui voulait imposer des choses fausses,
afin qu'en les désavouant, on pût dire qu'elle mentait. Il y eut encore d'autres petits démêlés vidés, sur son lait d'ânesse, sur le feu de sa chambre, qu'elle dit au médecin qu'elle ne peut souffrir lorsqu'il lui dit d'en faire, et qu'elle alluma elle-même dès qu'on fut sorti de sa chambre. Elle se tira de tout cela comme elle peut, à l'aide de quelques mensonges. Je répliquai malicieusement à cela qu'elle savait bien qu'on lui voulait donner toutes les commodités, et je me pris à rire tout doucement. Un autre jour, elle me dit: « Ma disposition, c'est que je suis comme le fer sur l'enclume, à attendre ce qu'on voudra faire de moi. » Je trouvais la comparaison fort juste, car je pense qu'en effet, elle n'attend de nous que des coups de marteau, et qu'elle prend tout ce qu'on lui fait pour cela. Mais pour ne pas sortir de ces termes, je lui répondis qu'encore qu'elle fût dans cette disposition, le fer ne se pliait pas sans feu, et qu'on ne pouvait apprendre que d'elle-même. Si Dieu en avait allumé dans son cœur un assez fort pour donner à son esprit la flexibilité et la docilité qui doit être le fondement de tout ce qu'on lui demande pour devenir bonne novice. Elle pleura encore dans cet entretien, mais non pas avec émotion et colère comme l'autre fois, et nous nous séparâmes fort bien en apparence. Mais elle ne parle point de quitter sa cellule pour le dortoir des novices, si l'on ne l'y oblige, et cherche toujours des excuses pour se dispenser du noviciat qui lui fait très grande peur, quelque bonne mine qu'elle fasse. Outre l'idée fixe de la marquise, des questions d'argent expliquaient aussi l'insistance de madame de Crèvecoeur. Si elle avait quitté le monastère en tant que bienfaitrice, elle aurait dû y laisser tous ses biens, considérés comme des dons faits à la communauté. Elle avait tout de même donné 100 000 livres à son entrée à Port-Royal. Si elle en sortait avec la qualité de novice, ces biens constitueraient la dot qu'une religieuse apporte à son entrée au monastère et qu'elle reprend si elle n'est pas admise à la profession. C'est ainsi qu'elle voulait absolument obtenir une nouvelle entrée au noviciat. La mère Angélique consentit à lui donner une seconde chance en l'acceptant pour un nouveau noviciat le 1er janvier 1661. Les constitutions de Port-Royal prévoyaient qu'au bout d'un an de noviciat, la communauté devait voter pour ou contre l'entrée de la religieuse dans la communauté. Mais les difficultés avec madame de Crèvecoeur continuaient, tandis que Port-Royal était contraint de se défaire d'Antoine Singlin et de ses pensionnaires à partir de mai 1661. En août 1661, la mère Angélique mourut. Au début de l'année 1662, les religieuses eurent à voter, et elles se prononcèrent contre la réception de madame de Crèvecoeur à la profession religieuse. La marquise tenta de négocier auprès de Singlin, qu'elle considérait comme son seul soutien face aux religieuses. Mais entrée en clandestinité, Singlin resta muet. Qu'à cela ne tienne, elle écrivit alors une lettre à la nouvelle abbesse, la mère Agnès de Ligny, où elle fait alterner les caresses, les protestations de soumission, les plaintes et les menaces. Ma très chère sœur, puisque, suivant notre règle,
vous désirez que l'on vous propose les mouvements de pénitence que Dieu donne pour le carême. Connaissant la faiblesse de ma vertu et de mon corps, je vous supplierai seulement de me permettre de ne point manger de poisson, de ne manger qu'une portion de légumes à midi et un potage, et au soir du pain pour la collation, et de jeûner pour le vendredi au pain et à l'eau, et de prendre 2 fois la semaine la discipline. J'aurais encore d'autres choses à vous proposer, mais j'aime mieux le remettre et l'attendre de votre dévotion, suivant la connaissance que vous en avez des besoins de mon âme. La plus sévère pénitence que vous me puissiez imposer me sera toujours très douce et très agréable, et je l'accomplirai avec joie aux dépens de ma vie, si elle me peut obtenir le pardon et me faire rentrer dans l'heureuse troupe de nos sœurs novices et au rang de vos filles, dont vous voulez m'effacer comme en étant indigne. Je vous conjure de considérer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il ordonne à tous les chrétiens de pardonner 67 fois 7 fois. Ne dites point que cela ne dépend point de vous, car vous pouvez aussi bien me justifier et obtenir ma grâce par vos prières et votre rapport, comme vous m'avez fait condamner. Je ne veux point m'excuser. Je sais que je suis coupable en beaucoup de choses, et si mes fautes sont plus grandes, considérez que mon amour est aussi plus grand en toute manière, et n'usez point du compliment ordinaire que vous ne me voulez point de mal, et que vous désirez de me servir, car vous savez que je ne demande point d'autre service de vous que ceux qu'une novice peut désirer de sa maîtresse pour la conduite de son âme. C'est pourquoi je ne me rebuterai pas, et je ne me lasserai pas de crier incessamment à l'imitation de ces aveugles de l'Évangile: ayez pitié de moi, ma très chère sœur, tant que je vous obligerai d'imiter celui qui donne 3 pains à son ami pour se défaire de son importunité. Et aussitôt que vous aurez fait ma paix avec tout le monde, que vous m'aurez rendu notre manteau et rétabli dans le rang des novices, si vous avez peine de me voir dans le noviciat, vous m'enverrez où vous voulez à Port-Royal des Champs, où vous me mettrez en retraite. Je ferai tout ce que vous voudrez, et quoique l'état où je suis me soit fort pénible, si vous désirez que j'y demeure pour un temps par pénitence, il me deviendra doux dans l'espérance d'en sortir et d'être réconcilié si Dieu me fait la grâce de vivre. En vérité, il ne m'en faut pas davantage pour me faire mourir, car tout de bon, je n'en puis plus.
Jamais créature sous le ciel ne s'est trouvée dans une telle angoisse. Vous en aurez regret après ma morte. Considérez toutes choses en la présence de Dieu, et me faites la charité de me dire en de profundis, devant que de me faire réponse de la vie et de la mort. À ces gémissements continuels, Angélique de Saint-Jean, maîtresse des novices, opposa sa propre analyse qu'elle mit par écrit dans un mémoire destiné à l'abbesse. Véritable réquisitoire à charge contre la marquise, ce document dénonce ses 3 principaux défauts contraires à l'esprit de religion: l'insoumission, l'agressivité et le mensonge. Voici un extrait. Pour avoir quelques bonnes pensées de son dessein, il faudrait voir qu'elle eût paru aimer et prendre confiance dans la conduite de la maison, écrit Angélique de Saint-Jean au sujet de la marquise. Au lieu de cela, il semble qu'elle ait entrepris de la prendre d'assaut, comme autrefois elle s'est mêlée de la guerre et d'assiéger des châteaux. Elle en fait de même de la religion, et ne demande la profession qu'avec la hardiesse et la fierté d'un esprit qui le veut emporter de hautes luttes. Les mécontentements continuels où elle a été, dont la racine n'est pas hors de son cœur, ne cesseront pas à sa profession. Si on lui cache quelques papiers, si on ne la veut pas mettre dans tel office, en un mot, comme le dit madame sa mère, si elle n'est pas du conseil, il n'y a rien qu'elle ne fasse contre ses supérieurs pour décrier leur conduite. Fin de citation. Vindicative et tenace, la marquise adressa enfin un long mémoire à la communauté tout entière, qu'elle vint lire elle-même le 17 mai 1662 pour se justifier de sa conduite. L'absence de Singlin lui fournit une arme dont elle usa sans modération. Le directeur lui ayant promis la profession après le noviciat, la marquise accusait les sœurs de s'y être opposées et d'avoir profité de l'absence de Singlin pour avoir définitivement empêché la marquise de faire profession. Résolu à se taire face à de telles accusations, Singlin se laissa pourtant convaincre par Sacy, qui estimait que le mémoire de la marquise était trop calomnieux pour rester sans réponse. En juin 1662, Singlin écrivit une longue lettre à la marquise de Crèvecoeur où il répondait aux principales injures faites à l'honneur du monastère, car, je cite, « il faudrait écrire des volumes pour tout dire ». Il lui rappela qu'au moment où elle avait donné 100 000 livres à Port-Royal, il avait été le premier à lui conseiller de penser d'abord à ses parents et à ce qui devait leur revenir. Surtout, il dénonçait le rôle que la marquise avait voulu lui faire jouer après qu'il se vût éloigné de Port-Royal, en l'assurant qu'il avait toujours été d'accord avec la mère abbesse et la maîtresse des novices pour ne pas l'admettre à la profession. La marquise sortit finalement du monastère le 4 juillet 1662. Les religieuses rendirent à la marquise de Crèvecoeur la somme de 80 000 livres. Celle-ci ne s'en répandit pas moins en insultes contre Port-Royal, qui se trouvait alors dans une situation très délicate. En effet, avec Singlin et Barcos, Antoine Arnauld travaillait à un accommodement au sujet du formulaire, afin de trouver un terrain d'entente avec les autorités royales et ecclésiastiques qui permettent d'envisager une signature par les religieuses. Le scandale provoqué et entretenu par madame de Crèvecoeur à sa sortie de Port-Royal tombe bien mal, et Arnauld, peu au fait de la situation et du personnage, est sensible aux arguments d'Antoine Singlin, qui penche pour un nouvel accueil de la marquise au noviciat de Port-Royal, par peur des conséquences de cette affaire sur les négociations en cours. Une nouvelle fois dans cette affaire, Angélique de Saint-Jean prend une plume acérée pour détromper son oncle. Faisant précisément le lien entre les négociations en cours et la menace que représente madame de Crèvecoeur, Angélique de Saint-Jean lui écrit le 26 août 1662 pour l'alerter. « Il faut bien, mon père, qu'étant occupé comme vous êtes de toutes les grandes affaires de l'Église,
vous n'ayez pas encore compris combien celle-ci est une grande affaire pour notre Église particulière, qui ne subsiste plus présentement au milieu des flots et des orages qui la battent de tous côtés, que par la parfaite union qui y règne jusqu'ici, et que vous reconnaissez, et nos ennemis même, être un don de Dieu et un trésor qui nous rendra heureuses tant que nous le posséderons. » Fin de citation. Angélique de Saint-Jean enjoint à Antoine Arnauld de rester ferme, en démontant l'argument de la générosité au profit de la lucidité, dont elle se prévaut par la bonne connaissance qu'elle a désormais de Madame de Crèvecoeur. Car recevoir la marquise à l'intérieur du monastère serait une marque de générosité à court terme, mais nuirait à Port-Royal à long terme, car la marquise, éternelle insatisfaite, ne tardera pas à comploter en racontant à l'extérieur ce qui se passe à Port-Royal et en apportant la désunion dans la communauté, jusqu'ici très soudée. Contrairement à l'avis de Singlin, d'Arnauld et des autres défenseurs de Port-Royal qui vivent à l'extérieur du monastère et craignent pour son image, Angélique de Saint-Jean considère qu'il y a moins à craindre du scandale que Madame de Crèvecoeur fait dans le monde, l'image de Port-Royal dut-elle en souffrir, que la discorde qu'elle introduirait au cœur du monastère si elle était reçue comme religieuse. Je ne peux m'empêcher de vous lire la magnifique image biblique qui vient spontanément sous la plume de la religieuse qui considère que, je cite, « ce serait semer l'ivraie au milieu du froment et allumer le feu au milieu de Béthulie, dans le temps même qu'Holoferne a arrêté toutes les fontaines et qu'on n'y peut plus avoir recours pour sauver la ville de l'embrasement. » Fin de citation. Angélique résume ensuite sa pensée en termes beaucoup plus concrets, je la cite de nouveau. « Nous tombons d'accord qu'elle nous peut faire de très grandes peines. Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous le prévoyons. Mais cela, c'est la première faute de ce qu'on s'est laissé tromper aux adresses de cet esprit, et il en faut porter la pénitence puisque l'on y est engagé. Mais de s'aller volontairement, et le voyant bien, faire plus de mal qu'on en a, je ne crois pas que Dieu bénisse cela, et excuse cette seconde faute, qui ne serait plus d'ignorance, mais volontaire à toute la maison. » Fin de citation. Le paragraphe suivant est encore plus intéressant, car Angélique de Saint-Jean en appelle à la conscience des religieuses en la plaçant au-dessus de l'obéissance. Je la cite. « Cependant, mon père, je vous demande si dans une occasion comme celle-ci, il n'est pas juste que celles à qui on veut imposer pour toujours un joug si pesant aient la liberté de témoigner que cela passe leur force et qu'elles n'ont pas la témérité de s'y engager. » Fin de citation. Liberté, justice, conscience, autant de mots qui s'incarneront douloureusement quelques mois plus tard, lorsqu'Angélique de Saint-Jean et 11 autres religieuses seront séparées de la communauté pour avoir refusé la signature du formulaire au nom de cette même liberté et cette conscience. Les semaines qui suivent vont donner raison à Angélique de Saint-Jean en confirmant son analyse. Oui, la marquise de Crèvecoeur est une intrigante, mais non, ses menées contre le monastère seront sans lendemain. La marquise complotait en effet avec l'aide du jésuite Labe, qui fit paraître un factum contre Port-Royal, où il dénonçait l'attitude malhonnête des religieuses à l'égard d'une cassette laissée au monastère par la marquise. Rappelons que Port-Royal avait restitué 80 000 livres à la marquise, sur les 100 000 qu'elle avait donnés, les 20 000 restants ayant été consacrés à une construction pour le monastère qui ne pouvait donc être rendue à sa bienfaitrice. C'est donc à une malheureuse cassette que la marquise s'accroche pour tenter de blâmer une dernière fois le monastère. En effet, la règle de tous les monastères veut qu'une novice qui quitte une communauté y laisse tous les papiers relatifs à sa direction spirituelle et aux échanges avec ses supérieurs durant son séjour dans la clôture. Ces papiers étaient en général brûlés après le départ de la personne. Madame de Crèvecoeur prétendit que cette cassette contenait, outre des papiers de dévotion, des documents concernant la gestion de ses biens et que la communauté aurait brûlés à dessein. Mais Antoine Arnauld eut beau jeu de répondre à ce factum par un autre factum où il démontrait, procès-verbal à l'appui, fourni par Angélique de Saint-Jean, que la cassette avait bien été ouverte des mois auparavant, mais que c'était pour en dresser l'inventaire, document d'ailleurs contresigné par Madame de Crèvecoeur, et s'assurer qu'elle ne contenait que des livres et des papiers de dévotion, ce qui avait permis à la communauté d'ordonner qu'elle fût brûlée sans être rouverte après le départ de la marquise. Après cette dernière rodomontade,
on n'entendit plus parler de Madame de Crèvecoeur, qui mourut en 1681. Alors que l'histoire de la marquise s'achève, je ne résiste pas au plaisir de vous citer quelques titres d'ouvrages que contenait la fameuse cassette. Un traité de la patience, un traité du purgatoire et un traité du jugement téméraire. Tout est dit. Par-delà l'anecdote, cet épisode de la vie de Port-Royal témoigne de l'attirance qu'exerçait le monastère sur les dévotes du temps et de la constance des supérieures dans la primauté qu'elles accordaient à l'adhésion aux règles religieuses au détriment des aumônes qu'apportaient avec elles les belles amies, quitte à entrer en conflit avec certaines. Surtout, la confrontation entre Madame de Crèvecoeur et Angélique de Saint-Jean révèle chez la maîtresse des novices une personnalité clairvoyante et volontaire qui s'exprime ici pour la première fois et qui va prendre toute sa dimension, par ses actes comme dans ses écrits, durant les années difficiles que va vivre la communauté persécutée. Je vous remercie.